Bonjour à toutes et à tous et on va démarrer tranquillement cette visio avec on a 3 minutes, 3 petites minutes de retard. Mais je suis ravi de vous voir tous en ligne. J'aperçois Christian de Pertuis. Donc alors je crois que Corinne Lepage n'est pas encore connectée. Je ne sais pas si Bruno Pilon est avec nous. Donc en fait, Si. et Moi, je Bruno suis est connecté. arrivé, c'est parfait. Et donc, ravi pour ce webinaire consacré à l'ETS. Alors, c'est vraiment un sujet d'actualité. Pour ceux qui ne sont pas des experts comme Christian, Bruno ou d'autres du sujet, l'ETS, c'est un beau sujet économique. Ça remonte aux années 2005. C'est le premier marché du carbone multinational qui a été pensé avec des réussites. Aujourd'hui, ça couvre à peu près 40% des émissions de l'Union européenne et avec des succès, puisque quand on compare plutôt à 1990, on a à peu près un taux de réduction des émissions de carbone de l'ordre de 39%. Donc, c'est un succès économique, quelles que soient les difficultés, les vaticinations, on reviendra là-dessus tout à l'heure, notamment à travers ce que Christian Pertuis pourra nous témoigner. C'est un sujet qui a beaucoup bougé, y compris depuis le tournant de la décennie. En 2021, à la faveur du paquet Fit for 55, on a eu l'adoption d'une réforme majeure pour aligner les objectifs de décarbonation avec ceux de réduction des émissions de 55% à l'horizon 2030. Donc ça suppose qu'a été engagée une réforme profonde du marché ETS. La mise en place de l'ETS2, dont l'application finale a été reportée. La mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça a été un des chantiers de la présidence française de l'Union européenne, et un chantier qui a abouti. Et puis la mise en place aussi d'un fonds social pour atténuer l'impact social sur les ménages vulnérables du marché du carbone, de la réduction des émissions de CO2. Mais on est aujourd'hui à un tournant de toute cette démarche. Mais Pourquoi? je suis Parce que seule nous avons... avec ça, écoutez mon truc. Allô, il y a quelqu'un qui parle? Bonjour, bonjour. Et donc, je disais qu'on est à un tournant de ce marché du carbone. Pourquoi? Parce que ça ne vous aura pas échappé qu'on est dans une crise énergétique force 4, une des plus importantes peut-être que le monde ait connue. Et je reprends une formule que Christian Pertuis a utilisée dans Le Monde là, il y a quelques jours. La guerre au Moyen-Orient, elle pourrait alimenter le backlash des politiques climatiques et retarder la transition énergétique. Et donc ce sujet du marché ETS, il est au milieu de tout ça, avec normalement une directive qui était annoncée pour juillet, mais que va-t-elle devenir? Avec des arrêts en cours de route, c'est-à-dire qu'on a eu le 1er avril l'annonce que on avait un dispositif qui était complètement gelé donc ça concerne la suspension de la règle d'invalidation automatique des quotas de la réserve de stabilité. Donc voilà, on voit que les décisions s'accumulent les unes après les autres, mais quel est le sens profond de tout ça? Est-ce qu'il y a encore la place pour une ambition climatique européenne? Ça va être un peu le thème de l'échange d'aujourd'hui. Alors pour vous présenter rapidement les intervenants, donc je vois et je suis ravi de voir que Corinne est connectée, Corinne Lepage, donc qui est avocate, une des plus grandes spécialistes, je crois qu'on peut le dire sans faire rougir Corinne, du droit de l'environnement dans ce pays, qui a été ministre de l'Environnement de 95 à 97, mais on l'oublie aussi, députée européenne pour un mandat de 2009 à 2014. Donc, qui a vécu ce sujet à la fois à travers ses fonctions à Paris et aussi son rôle au Parlement européen. Devait nous rejoindre pour rester sur le Parlement européen Thomas Pellerin-Carlin, qui est un jeune député brillant qui siège au groupe SND. Mais justement, le groupe SND cet après-midi travaille sur leur position, la réaction par rapport à la crise actuellement en Iran. Et donc, Thomas nous a prévenu en fin de matinée qu'il pourrait malheureusement pas être des nôtres. Donc, je le regrette, mais ça fait partie des empêchements qui sont compréhensibles aussi. On a Christian Pertuis, que j'évoquais tout à l'heure, qui a fondé en 2009 la chaire économie du climat à Dauphine, mais tu as aussi présidé, Christian, le comité pour la fiscalité écologique, qui je crois était une structure, une institution qui a amené à l'introduction d'une taxe carbone de la fiscalité française, donc aussi aux avant-postes à la fois à Paris et bien sûr au niveau européen. Et enfin, pour compléter le plateau, et on est ravis qu'il soit parmi nous, Bruno Pilon, qui est le président du groupe Heidelberg France et qui est aussi le président de France Ciment, donc il pourra témoigner dans cet échange
de la façon dont une industrie s'implique, s'intègre sur ces sujets et voit aussi les nouveaux textes ou les nouvelles perspectives s'établir. Donc, pour peut-être démarrer, j'aurais envie à tous les quatre, tous les trois, de vous poser une question un peu simple, mais vous avez largement le temps de développer. C'est en gros le bilan, votre diagnostic sur qu'est-ce que ce marché de carbone a pu générer, de bien, de mal. Et puis, aujourd'hui, quelles sont les priorités des réformes en cours? Quelles sont les marges de manœuvre? Comment on peut réagir à la fois sur le fond, au plan économique, mais aussi au plan social, en termes d'acceptabilité? Donc, voilà, un regard peut-être un peu panoramique avant de démarrer sur votre vision du sujet ETS 2026. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire avec regard sur le passé, regard sur l'actualité et regard sur le futur? Donc, je ne sais pas qui veut démarrer, peut-être Christian, et puis, Vos micros sont allez. normalement activés à toutes et tous. Il faut un coupable. Donc, Christian, tu vas être le premier coupable. Alors, votre micro est fermé Et actuellement. le micro est coupé. Si tu peux mettre le micro. Mais Parfait. voilà, là, vous m'entendez? C'est Tout à parfait. fait. Très bien. Jusqu'à Très bien. présent, je n'avais pas l'autorisation de le rallumer. Bon, bonjour à tous. Mais merci de cette invitation. Et Michel, bravo d'organiser ce webinaire maintenant parce que je crois que c'est vraiment le moment de se poser les bonnes questions. Bon. Alors, si on fait juste un tout petit regard rétrospectif, bon, d'abord, le marché EUTS, enfin, le marché carbone, hein, pour parler français, c'est, à ma connaissance, le seul marché d'envergure européenne hein, qui a été créé et qui fonctionne, hein, parce que même l'euro, ce n'est pas les 27. Hein, donc le marché carbone, c'est vraiment une création tout à fait intéressante parce que c'est dès le début, hein, au 1er janvier 2005, l'ensemble des membres de l'Union européenne qui mettent en commun un instrument pour combattre le réchauffement climatique. Et cet instrument, c'est un instrument qui plaît plutôt aux économistes, hein, puisqu'il s'agit, en gros, pour faire simple, d'imputer aux acteurs qui émettent du CO2 le coût du réchauffement climatique. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, si on fait une brève rétrospective, on voit que ce marché, il a démarré de façon un peu chaotique durant la première phase. Et puis ensuite, dans la deuxième phase, on a eu des hauts et des bas, et puis on a eu une décennie entre 2011 et 2017-2018 où, en gros, il y avait trop de quotas. Il y avait trop de quotas. Je ne vais pas rentrer sur les différents facteurs qui ont provoqué cet excédent de quotas. Et donc, finalement, l'efficacité du dispositif a été amoindrie. Pourquoi? Parce que on n'avait pas suffisamment réduit le plafond d'émissions et on a trouvé des subterfuges pour le faire. Il y a d'abord eu un système de retard de mise en marché des quotas. Et puis finalement, on a fait cette réserve de stabilité à la fin des années 2010, dont l'intérêt de cette réserve était fort. Je pense qu'elle est mal calibrée, qu'en réalité, cette réserve de stabilité ne rend pas tous les services qu'elle devrait rendre. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, est arrivé le changement d'échelle très important, qui est le passage de l'objectif de moins 40 à moins 55%. Et si vous regardez pour ceux qui suivent le prix du carbone, c'est à partir du moment où les chefs d'État européens, en décembre 2020, ont acté le fait que l'Union européenne visait moins 55 et plus moins 40%, que le prix du carbone a véritablement connu une trajectoire complètement différente. On n'était jamais passé au-dessus de 25 € la tonne et on est passé en gros sur quelque chose qui oscille autour de 70 € la tonne de CO2. Et à 70 € la tonne de CO2, les acteurs qui sont dans le système ne font pas les mêmes choix. Bon. Donc voilà, si vous voulez, le passé. Bon. Un autre volet important qui est non pas le niveau de la contrainte par le plafond, mais la façon dont on introduit les quotas sur le marché. Au démarrage, on est parti avec en gros un système basé sur les allocations gratuites à distribuer par les acteurs et à peu près tous les manuels d'économie qui traitent de la question vous disent que la meilleure façon d'allouer les quotas, c'est pas de les donner, c'est effectivement de les vendre aux enchères. Donc on a cette question assez lancinante du mode d'introduction des quotas. À partir de 2012,
le secteur énergétique, principalement les électriciens et les raffineurs, ont basculé à un système de quotas payants. Et lorsqu'on regarde les rythmes de baisse des émissions, on voit que les secteurs qui payent les quotas réduisent plus rapidement les émissions. Et donc, ce passage aux quotas payants est véritablement un enjeu majeur. Pour qui? Pour les industriels. Et donc, je crois que l'une des grandes questions sur que faire maintenant sur le marché, c'est comment gérer ce passage au quota payant, et c'est directement lié à ce fameux prélèvement à l'importation, ce prélèvement carbone à l'importation qu'on appelle du reste improprement la taxe carbone. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, évidemment, c'est de voir s'il est souhaitable d'élargir la couverture du marché, en gros, à ce qu'on appelle en France les émissions diffuses, qui sont celles liées au transport terrestre, qui sont celles liées au transport maritime également, et puis à tout ce qui sont les bâtiments et l'utilisation des énergies fossiles pour les petites entreprises. Ça me paraît très important. Le troisième point très important, c'est qu'il y a un débat en ce moment sur le rythme de l'électrification dans les usages, et notamment dans l'industrie. Et effectivement, il faut se poser la question, quelle est la meilleure façon d'organiser le système d'échange des quotas de CO2 pour accélérer cette électrification des usages, notamment dans les secteurs d'industrie lourde qui sont des secteurs du système. Donc voilà, si vous voulez, le paysage. Je termine peut-être juste pour faire allusion au papier du Monde que tu as cité tout à l'heure. Bon, au fond, on voit bien que la période qui vient est une période cruciale pour l'Europe, parce que par rapport aux chocs internationaux et notamment aux effets en chaîne, en cascade, qui sont loin d'être terminés à la suite du conflit au Proche-Orient, on est face à un choix. Et le choix, il est accélérer la transition vers une économie bas carbone. Et évidemment, ce que les économistes souhaitent, c'est une économie prospère et résiliente, mais fondée sur le bas carbone. Ou est-ce que les multiples chocs et les incertitudes qu'on voit poindre en Europe et les hésitations vont conduire au contraire à un ralentissement du système, et souvent, lorsqu'on commence à ralentir les mécanismes en place, on les complexifie. Et là, je voudrais dire un point qui me semble important, c'est que souvent, on dit que l'écologie est compliquée, que l'Union européenne met en place des régulations très complexes. Mais ce qui met de la complexité dans les choix, c'est souvent le fait qu'on a un outil assez simple, hein, le marché de quotas, c'est assez simple basiquement, mais on le complexifie parce qu'on fait des tas de compromis, un jour avec la Hongrie, le lendemain avec la Pologne, le troisième jour avec l'Italie. Au bout d'un moment, on a un truc qui est assez compliqué. C'est ce qu'on est en train de faire avec notamment les objectifs sur l'électrification des véhicules. Donc je pense que cet enjeu, il est très important, il dépasse le marché du carbone. L'enjeu, c'est est-ce que comme ça devrait être le cas, le choc des prix du fossile va accélérer notre transition. Au contraire, est-ce qu'on va tellement avoir peur qu'on va complexifier et trop subir les vents du backlash climatique qui souffle fort depuis l'Atlantique, mais aussi un peu depuis l'Oural. Merci beaucoup, Christian. Peut-être pour enchaîner, Corinne Lepage. Oui. Bonjour Michel. D'abord, merci Bonjour, pour Corinne. cette invitation. Bien entendu, Christian a tout dit et tout rappelé. Donc, je vais essayer de rajouter 2-3 petits éléments, mais bien sûr, l'essentiel a été dit. Sur le passé, d'expliquer quand même que si on s'est retrouvé avec beaucoup trop de crédit carbone, c'est parce qu'au départ, on en a mis beaucoup trop. On en a mis beaucoup trop parce que chaque État, en fait, a été appelé à dire ce qu'il voulait. Il a dit ce qu'il voulait, c'est-à-dire ce qu'il dépensait. Et ce sont ces quotas-là qui ont été alloués. Et donc, effectivement, la valeur du quota carbone, c'était près de la cacahuète, c'était quelques petits euros, quoi. C'était moins de 10 euros, quand même. Et donc, moi, j'ai vécu cette période où on s'est dit, mais on fait quoi avec tous ces quotas carbone? Et d'où l'idée d'en réduire le niveau parce qu'il n'y avait pas vraiment de marché. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a de très fortes pressions qui s'exercent sur tous les sujets dont Christian vient de parler. C'est-à-dire, on ne veut pas passer à un système d'enchères qui se généralise. Donc, on veut garder des quotas gratuits. Pourquoi? Parce que les quotas gratuits, ça ne coûte rien, évidemment.
Donc, il y a une très forte pression pour ne pas suivre le chemin qui avait été préparé pour aller vers une généralisation du système des enchères. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ETS2. ETS2, c'est, Christian a rappelé qu'on a mis dans la balance, c'est déjà fait l'aviation et le transport maritime. Maintenant, il s'agit de passer à la mobilité et une très petite partie de l'immobilier. Et là-dessus, beaucoup d'États disent non, non, c'est franchement pas le moment de faire ETS2. Donc, il y a des pressions pour qu'on n'étende pas le champ des crédits carbone. Ensuite, troisièmement, il y a la question de la CBAM, c'est-à-dire des crédits carbone aux frontières. Donc là, il y a beaucoup de pression, notamment des pays avec lesquels on travaille, qui disent, écoutez, non, franchement, vous ne pouvez pas nous imposer ça, ce n'est pas possible. Et puis, chez nous, il y en a beaucoup qui parlent des fuites de carbone, donc des risques qu'il y a effectivement à mettre en place un système qui aurait des conséquences négatives en interne. Donc, il est surtout urgent d'attendre. Donc, on a effectivement toute une série de pressions qui se font pour essayer, non pas de supprimer évidemment le marché des quotas, personne n'a parlé de ça, mais d'essayer d'en réduire au strict minimum l'impact. Alors, question que Michel, tu as posée et que Christian a posée aussi, c'est est-ce que c'est le moment? Voilà, parce que si on était un tout petit peu logique, on se dirait quoi? On se dirait c'est le moment formidable pour faire la révolution, c'est-à-dire pour multiplier l'électrification des usages et réduire au maximum notre dépendance au carbone, c'est-à-dire aux fossiles. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas du tout de carbone, mais tellement peu par rapport au charbon, évidemment, mais même au pétrole et au gaz. Bon, quand on voit la dépendance, en fait, qui est encore la nôtre, malgré un bilan carbone qui est quand même bon en France, il faut quand même reconnaître ça. On a un bon bilan carbone par rapport à d'autres, mais on est encore dépendant à plus de 60%, je parle sous le contrôle de monsieur le professeur de Pertuis, du fossile. Donc, évidemment, le moment serait venu de donner un coup d'accélérateur absolument formidable et donc d'utiliser le marché carbone pour précisément aider à ce passage. Visiblement, il y a un certain nombre de pays qui ne veulent pas parce que leur industrie ne veut pas, parce que la transition, ça veut dire des investissements pour passer d'un modèle énergétique à un autre modèle énergétique, que le moment, ce n'est pas le moment de faire des investissements parce que la trésorerie des entreprises est extrêmement tendue, parce que les rentabilités ne sont pas au rendez-vous, parce qu'il y a une concurrence avec la Chine qui est considérable, avec les États-Unis parce qu'ils ont de l'énergie à des prix beaucoup plus bas que les nôtres, même si au passage, nous les Français, on a quand même un prix de l'énergie qui est particulièrement compétitif par rapport à celui de nos voisins européens. Donc voilà, c'est tout ça qui est sur la table avec de très fortes pressions au niveau européen pour freiner, alors que le moment, ce serait au contraire d'accélérer et de voir comment est-ce qu'on peut au mieux utiliser les revenus que l'on tire déjà des marchés carbone pour financer la transition, c'est-à-dire avoir une politique extrêmement vertueuse d'utilisation de ces fonds pour financer une transition qui s'accélère. Je terminerai en disant que nos concitoyens ont très bien compris le truc, puisque en France, sans dire de bêtises, le marché du véhicule électrique s'est envolé au cours du mois qui vient de s'écouler. Marché d'occasion, puisqu'on commence à en avoir un grâce à la vente des véhicules de flotte d'entreprise, et même marché neuf, parce que les gens ont très bien compris qu'ils n'avaient pas envie d'être dépendants d'un prix du pétrole qui peut amener à 2,10 €, 2,20 €, 2,30 € le litre d'essence, quand on peut faire un plein à 5 € avec de l'électricité. Merci beaucoup, Jacqueline. Bruno Pilon, peut-être qui est aussi en ligne avec nous, donc qui, je rappelle, est président notamment de France Ciment, en dehors de ses responsabilités dans le groupe Heidelberg. Bruno, peut-être par rapport à cette approche un peu générale, votre sentiment, j'avais aussi une question peut-être sur
l'effet ou pas du CBAM pour tout le monde, le cross-border mécanisme dans une industrie comme le ciment, vous avez un recul peut-être de 2-3 ans, donc qu'est-ce que ça a généré ou pas, mais plus généralement votre vision quand même sur le sujet ETS et à la fois passé, futur, et puis aussi en regardant les textes qui se préparent aujourd'hui à Bruxelles. Très bien, merci beaucoup pour votre invitation. On a levé, là, au cours de ces deux interventions très brillantes, un certain nombre de sujets qui me fait dire que je pense qu'on va avoir du mal à les éteindre en 1 heure et demie. Et on va essayer de se concentrer sur un nombre certains des points qui ont été évoqués. D'abord, sur le système ETS lui-même, la raison pour laquelle on a mis ça en place, quand même, c'est un système, encore une fois, incitatif pour réduire, et Madame Lepage l'a rappelé, ça n'a pas marché tout de suite, c'est vrai, un système incitatif pour réduire nos émissions carbone. Donc, c'est par construction un bon système. C'est un bon système. On est en train de s'attaquer à un sujet, je pense qu'il faut quand même le rappeler, les émissions carbone, c'est une évidence, mais il faut quand même qu'on s'en occupe. Donc, c'est un bon système, mais qui n'a pas toujours trouvé sa voie, et ça a été évoqué. Moi, je vais me concentrer un peu sur mon industrie et le système de quotas gratuits. Alors, je ne vais pas complexifier la présentation, mais l'industrie cimentière, comme l'industrie de l'acier, des aciéristes, sont une industrie dite à fuite de carbone, puisque ça veut dire que, OK, on met un système qui fait qu'on paye le carbone, mais si on n'est pas un tant soit peu protégé, on s'en va. Vous savez ce que c'est l'industrie, ça ne dit rien, c'est silencieux, mais ça s'envole. C'est une des raisons, je rebondis sur le chiffre, le commentaire de Mme Lepage sur lequel on n'est pas mauvais en France en émissions de carbone, c'est vrai, on est un peu plus mauvais en empreinte et malheureusement on est bon en émissions, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire quand même qu'on a des SPI. Donc les systèmes, le système de quotas gras. Et le problème effectivement des premiers ETS, puisque là on est à la phase 4, qui va courir jusqu'en 2030, c'est qu'on a donné trop de quotas, et notamment trop de quotas gratuits. Donc, le CO2 s'est changé jusqu'à 2 €. 2 €, c'est 73 € tout à l'heure, ça a été rappelé. Là, c'est 2 € la tonne. Donc, ça ne jouait plus son rôle. Et donc, on a amélioré ça. Alors, M. Pertuis l'a aussi évoqué. On a aussi changé les systèmes d'attribution de quotas gratuits qui étaient basés sur des moyennes de 5 années précédentes. Si les 5 années étaient bonnes, vous aviez beaucoup de quotas. Je ne vais pas complexifier, mais aujourd'hui, on colle un peu plus aux besoins réels. Ce qui fait que, avec l'arrivée, ça a été rappelé aussi, de Fit for 55, etc., le prix du CO2 a quand même significativement augmenté parce qu'il est plus rare. Ça veut dire que les cimentiers, par exemple, qui étaient abondamment servis en quotas gratuits à un point tel qu'ils en avaient trop par rapport à leurs besoins, ont été conduits aujourd'hui, sont conduits tous d'ailleurs, à en acheter. Et ça contribue évidemment à la hausse du prix du CO2. Donc le système fondamentalement, il est bon. Après, j'allais dire 73, c'est quoi le bon prix du carbone finalement? C'est quoi le bon prix du carbone? Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler probablement dans la suite de comment tout ça s'ajuste et quels sont les mécanismes qui sont opérants pour ça, mais on a besoin aujourd'hui d'un prix du carbone élevé, parce que je rappelle qu'indépendamment du fait qu'en mettant un prix du carbone élevé, eh bien, Mme Lepage l'a dit, les industriels s'y penchent et s'y penchent sérieusement, donc on a besoin d'un prix du carbone élevé, et par ailleurs, donc ça force les industriels à élaborer soit des processus de fabrication, soit des produits, soit des technologies qui vont faire qu'on fabrique des produits moins carbonés. Et au-delà de la volonté de l'Europe de montrer l'exemple et d'être le phare du monde, et ça c'est aussi le rôle du CBAM, mais on en reparlera peut-être, du MACF, on en parlera probablement après, il faut aujourd'hui, si jamais on arrive à mettre en place cette chaîne de produits décarbonés qui emmène toute une industrie, des révolutions comme ça, il y en a une par siècle. Donc c'est pas étonnant que ce soit compliqué, il ne faut pas trop s'agacer là-dessus, c'est normal que ce soit compliqué. On va emmener toute une économie vers la fabrication des produits décarbonés. Et les produits décarbonés, c'est probablement un moyen pour l'Europe, et encore une fois avec toutes les conditions qu'il faut pour réussir, de retrouver de la compétitivité. Puisque si tout se passe bien, on sera les premiers au monde à mettre sur le marché des produits décarbonés. On est les premiers au monde à avoir sur une zone aussi large un système de quotas carbone. On sera les premiers au monde, grâce à ce système de quotas carbone, à produire. Donc il y a aussi des éléments de compétitivité et des éléments de souveraineté. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, et si les ETS ne fonctionnent pas, si le CBAM ou le MACF ne fonctionne pas, on va arrêter de produire du clinker en France. Du clinker et du ciment en France. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un enjeu majeur
qui est absolument considérable, parce qu'en plus, et je vais terminer par ça, pour que ça fonctionne, ce n'est pas une industrie qui s'y met, c'est un système qu'il faut mettre en marche. Donc l'industrie, pour prendre l'exemple de l'industrie cimentière, qui a le gros défaut d'avoir du carbone fatal, hein, c'est-à-dire que nous, on a des émotions de CO2 pour les deuxièmes qui sont industrielles, qui sont le fruit de la réaction chimique. Donc on n'a pas d'autre moyen que de soit de le séquestrer, soit de l'utiliser. Il faut mettre en place donc, des technologies totalement nouvelles dans les cimenteries. Et il faut aussi, une fois qu'on a capté ce CO2, ce qui coûte très cher, qui consomme beaucoup d'électricité, c'est un autre sujet. Et Madame Lepage l'a rappelé, on a un avantage compétitif français, c'est notre industrie, c'est notre électricité décarbonée. Une fois qu'on l'a capté, il faut le mettre dans des tuyaux, puis il faut l'amener dans des ports, puis il faut le mettre dans des bateaux, il faut le séquestrer. Et aujourd'hui, tout le monde s'attend. Hein, il va falloir construire ces gazoducs quelque part en France, mais tout le monde s'attend. Quand vous avez investi dans une cimenterie, si le tuyau n'est pas prêt, vous n'avez pas eu raison. Et si Engie ou Natran met ces tuyaux en place et qu'il n'y a pas d'émetteurs pour les remplir, ils n'ont pas eu raison non plus. Donc, il y a tout un système, et je ne veux pas être plus compliqué que ça, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal qu'on tâtonne. Il faut en revanche, et je pense qu'on y reviendra abondamment aujourd'hui, de la visibilité et surtout de la stabilité. Merci beaucoup. Votre remarque, Bruno, m'amène à poser peut-être une question à Christian ou à ceux qui observent, ou peut-être vous-même d'ailleurs, au niveau mondial. Où en sont d'autres acteurs, où en sont notamment les Chinois par rapport au marché du carbone? L'exemple européen a été suivi. Il y a eu certains États américains, les Chinois qui ont adopté les marchés du carbone. Est-ce que, faute de prendre en compte ce que Corinne Lepage évoquait, c'est-à-dire l'urgence d'aller vers un sursaut européen, face à la crise énergétique, d'autres pourraient nous doubler. Est-ce qu'il y a à la fois dans la méthode, je ne sais pas si vous voulez, Bruno, à travers votre observation générale, mais peut-être Christian ou Corinne, enfin, pour replacer le sujet dans sa globalité, on n'est pas enfermé au sein des 27, mais on est dans une compétition mondiale sur tous ces sujets-là. Je peux répondre sur l'industrie Oui, oui. cimentière, mais je vais peut-être laisser comme vous voulez, ou alors je zoome sur l'industrie et en énergie après, mais sur l'industrie Non, non, cimentière. c'est Si vous voulez, oui, enfin, il y a un vrai risque du coût de la porte battante, parce qu'il faut qu'il y ait deux choses qui fonctionnent. Si encore une fois, on veut que l'industrie européenne se décarbone, il faut des prix du carbone élevés, on expliquera pourquoi. Mais il faut aussi, c'est consubstantiel, il faut un système de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui fonctionne. Si vous faites un prix du carbone élevé, moins de quotas gratuits pour les industriels, et il faudra parler après des conséquences que ça a sur le prix des produits, donc sur la consommation, donc sur les consommateurs, ça c'est un sujet. Mais si vous faites ça et qu'en même temps ça continue de rentrer aux bornes de l'Union européenne, sans qu'il y ait ce même système qui fait que les produits qu'on produit en Europe vont être plus chers à cause de ça, c'est un vrai coup de la porte battante. Mais, et je ne veux pas être trop long là-dessus, il y a pire que ça. C'est-à-dire, vous pouvez construire un système qui est étanche et néanmoins, vous prenez un coup de la porte battante. Comment? C'est un risque sur lequel on alerte l'Europe depuis un moment, qui a commencé à s'en saisir, qu'on appelle en bon français de resource shuffling. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, industriel européen, pour continuer à vendre en Europe, il faut que je décarbone toutes mes usines. Si je décarbone qu'une usine, on parlera peut-être du marché si on a le temps après, mais une usine et pas l'autre, ben, il y en a une qui va mourir et pas l'autre. Si le marché se dirige vers le bas carbone, il y en a une qui va produire, qui va fabriquer des produits qui ne trouveront plus leur marché. Donc, si je veux que mes usines survivent, il faut que le marché soit là, bien évidemment, mais il faut surtout que je décarbone toutes mes usines. Bien que je fasse un système étanche, si de l'autre côté de la Méditerranée, que je cite totalement au hasard, qui ont bien compris ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont identifié, notamment certains pays, on ne va pas les nommer parce que ça ne sert à rien, 3 unités de production bien placées, proches de la mer, propres à exporter, sur lesquelles ils vont concentrer tous leurs investissements. Et donc, je me retrouve avec un pays qui aura consacré 3 usines pour l'exportation vers l'Europe et 40 usines qui vont continuer à émettre comme elles émettaient. Donc, l'objectif numéro 1 de l'Europe d'être le phare du monde et quelque part, et c'est l'objectif du MACF, d'inciter les autres pays à se décarboner, n'auront pas fonctionné. Donc, le système, il est quand même, et vous me demandez l'expérience qu'on a, on n'en a pas. Le MACF, il s'est mis en vigueur le 1er janvier 2026. On a eu des essais à blanc sur lesquels, on va dire les choses comme ça, l'Europe n'a pas été très prompte à communiquer. Mais aujourd'hui, on démarre au 1er janvier 2026, oui, sachant que dans le système, ils ont jusqu'à septembre 2027
pour faire les déclarations. Donc, vous voyez, on est encore dans un système où on a un tout petit peu de naïveté. Je ne veux pas être trop long non plus là-dessus, autour de tout ça. Donc, voilà, c'est bien un tout pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait ce tout-là. Et encore une fois, avec toutes les prudences nécessaires avec ce risque de ressources. Merci Bruno. Christian, peut-être tu veux rebondir sur les propos de Bruno Pilon? Oui, alors, il y a un exemple intéressant, mais assez régional, hein, c'est le marché nord-américain Californie-Québec, hein, où ils ont effectivement un système à la frontière pour éviter que un certain nombre d'activités en Californie ne se délocalisent effectivement dans les États voisins. Bon. Alors peut-être deux points sur où on en est en matière de tarification carbone en dehors de l'Europe. Bon. Aujourd'hui, de par la couverture, le marché carbone le plus large, c'est plus le marché européen, c'est le marché chinois. Parce qu'il a effectivement, il contrôle aujourd'hui une masse d'émissions qui est plus importante que celle de l'Europe. Alors, les Chinois ont procédé en deux temps. Ils ont commencé par faire des pilotes régionaux et puis ensuite ils ont fait leur marché national. Et pour l'instant, ils ont l'outil, mais il ne serre pas les verrous. C'est-à-dire que le prix du CO2 en Chine est en gros celui qu'il y avait dans l'Union européenne dans les années 2010. J'ai un peu le sentiment que un jour viendra où la Chine va utiliser de façon beaucoup plus agressive son marché carbone qui a une énorme pour accélérer les choses. Et effectivement, à ce moment-là, on risque d'avoir été, une fois de plus, les pionniers en matière d'innovation. Alors là, ce n'est pas une innovation technologique, hein, c'est une innovation d'outils, et puis c'est pas qui en tireront tous les bénéfices. Il y a un autre marché qui est intéressant, qui est le marché coréen, qui fonctionne à peu près comme le marché EUTS, mais qui n'a pas suffisamment resserré son plafond pour que les prix soient suffisamment incitatifs. Je reviens quand même sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est très important, sur le CBAM, hein, donc le mécanisme d'ajustement à la frontière. C'est évidemment là probablement l'un des paramètres les plus cruciaux pour réussir à maintenir un prix du carbone incitatif en Europe et protéger notre industrie. Bon. Je partage un peu le point de vue qui a été donné par, j'ai oublié votre nom, excusez-moi, mais par le représentant de Heidelberg. Heidelberg, on se souvient de ce nom-là. Hein. Bon. Je trouve que dès le début, moi, il se trouve que j'ai participé à un séminaire de réflexion à l'amont de la mise en place de ce dispositif avec la Commission européenne et quelques autres à l'Université de Florence, au Centre européen. Et c'est moi qui ai présenté le CBAM, si vous voulez. Et dès le début, j'ai dit, bon, il y a trois problèmes majeurs sur le CBAM. Il y a un premier problème qui va être les produits transformés. Parce que si on ne met que le mécanisme de tarification sur l'acier brut et le ciment brut, mais pas sur les produits transformés. Alors pour l'acier, pour le ciment, c'est peut-être moins fort, mais pour l'acier brut, évidemment, il y a tous les produits qu'on fabrique avec l'acier. Et je trouve que en fait, aussi bien la Commission que le Parlement européen, dans toutes les discussions sur le CBAM, on a toujours reporté au futur cette question sans vraiment la prendre suffisamment à bras le corps. Et ça, cette question me paraît absolument essentielle. Il y a une deuxième question qui est comment on fait vis-à-vis du reste du monde? Comment on fait notamment vis-à-vis des pays les moins avancés? Est-ce que qui vivent, eux, le CBAM comme une nouvelle barrière à l'importation, que ça nous plaise ou pas. Bon, il y a quelques années, j'ai fait organiser à Dauphine un colloque international, tous les gens qui viennent d'Afrique. Bon. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est dans l'argent qu'on va prélever avec le CBAM, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rétrocéder une partie de l'argent du CBAM vers les pays les moins avancés via un mécanisme évidemment, il ne faut pas leur donner de l'argent pour qu'ils émettent, mais bon. Donc, moi, je pense que là, il y a quand même une question, parce que les règles actuelles, c'est que le CBAM est considéré comme un droit de douane, donc tout va au budget européen. J'avais soumis cette proposition à l'époque, y compris auprès d'un certain nombre d'élus européens qui m'ont tous dit oublie, c'est politiquement infaisable. Mais je pense que c'est quand même assez
il faut bien voir qu'il n'y a pas que des compétiteurs malveillants à nos frontières, il y a aussi un problème des pays moins avancés. Alors, sur le point très précis qui a été indiqué, c'est le troisième point, sur comment est-ce qu'on va calculer le CBAM, et notamment, est-ce qu'on va faire comme si les producteurs extérieurs de l'Europe, s'ils arrivent à avoir une unité de production qui est conforme, non, je pense qu'il faut être beaucoup plus stratège et beaucoup plus politique que ça. Lorsqu'on va traiter avec la Turquie, lorsqu'on va traiter avec d'autres pays, mais la Turquie est quand même un pays important pour nos industries, il faut tarifer à la moyenne nationale. Il ne faut pas tarifer installation par installation. Du reste, on n'y arrivera jamais. Donc, je pense qu'il faut être... Et c'est pareil pour les produits transformés. Il faut faire des systèmes forfaitaires qui protègent effectivement notre industrie. Il y a un dernier volet que je voudrais signaler quand même, c'est est-ce qu'on va avoir le droit d'exporter? Parce qu'il y a quand même un certain nombre, bon, ça ne doit pas être très important pour le son, il y a quand même un certain nombre d'activités en Europe où notre industrie, elle est ouverte sur un marché mondial. Donc, effectivement, c'est absolument indispensable de trouver les bonnes protections à la frontière lorsqu'on met un tarif carbone significatif à l'intérieur de l'Europe. Mais il faut évidemment, dans un certain nombre de cas, mettre un mécanisme symétrique pour pouvoir continuer à exporter sur les marchés internationaux, parce qu'il n'y a aucune raison à ce qu'on n'ait pas ça. Alors, jusqu'à présent, je trouve l'Union européenne a eu une espèce comment dire, d'attitude assez bizarre, comme quoi il y avait les règles de l'OMC. Mais excusez-moi, les règles de l'OMC, qui aujourd'hui va intégrer les règles de l'OMC dans ses choix stratégiques? Je veux dire, que vous soyez en Chine, que vous soyez en Corée, que vous soyez... Donc, je pense que cette idée que des subventions à l'exportation basées sur la valeur carbone seraient contraires aux règles de l'OMC me paraît une idée qu'on pouvait peut-être défendre en 2010, mais pas en 2026, quoi, si vous voulez. Merci Christian. J'aurais peut-être une question pour Corinne Lepage. Christian, tu évoquais l'affectation des recettes croissante du CBAM vers une sorte de pacification du commerce mondial, en tout cas un rééquilibrage. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième sujet quand même? Peut-être que j'aimerais que Corinne Lepage nous donne son témoignage là-dessus. On va élargir, Corinne l'a rappelé tout à l'heure, la cible dans le cadre de ETS2 aux mobilités, à l'immobilier. On va donc avoir un problème d'acceptation. Et est-ce que donc les recettes de ce marché carbone, elles ne devraient pas aussi, quelque part, permettre d'accompagner vers cette transition un certain nombre de nos concitoyens qui, on le voit, et ça se manifeste par les prises de position d'un certain nombre de partis politiques partout en Europe. Les Allemands, les Italiens sont montés au créneau sur ce sujet du marché ETS de manière extrêmement violente. Donc, par rapport à ces inquiétudes, comment on peut gérer ou pas et qu'est-ce qu'on fait de ce fonds social qui existe, hein, mais est-ce qu'on le dote plus? Est-ce qu'on considère que c'est un outil pertinent à l'État? Voilà, donc une question Corinne, que j'aimerais vous adresser. Michel, je pense que tu as raison. Il y a ce fonds social qui a été créé précisément pour ça. Parce qu'on s'est bien rendu compte que imaginer de faire la transition sans prendre en considération l'impact social que cela pouvait avoir à l'intérieur de l'Europe, c'était voué à l'échec. Avec les montées des mouvements populistes divers et variés que nous connaissons, je n'entrerai pas dans les détails, parce que c'est le problème chez nous, mais c'est aussi le problème ailleurs. Donc moi, je crois beaucoup à l'abondement de ce fonds social, précisément pour permettre aux gens de faire. Parce que si on ne rend pas la transition possible, quand je dis possible, ça veut dire supportable, accessible, que ce soit par de la mobilité électrique, que ce soit par des pompes à chaleur, que ce soit par le développement des énergies renouvelables locales, que ce soit par une transformation de notre agriculture dont on ne parle pas du tout, mais qui est un sujet absolument majeur, ben on n'y arrivera pas. Ça ne marchera jamais. Donc, je comprends parfaitement la proposition de Christian qui est généreuse et de penser aux pays du Sud, mais je pense que le premier souci que nous avons, sans oublier les pays du Sud, bien sûr, c'est quand même de rendre la transition possible. Parce que si on ne la rend pas possible chez nous, il n'y a aucune chance qu'on puisse aider les pays du Sud après ou en même temps.
Donc voilà, je pense que c'est un sujet absolument central. Il faut rendre les choses possibles et souhaitables, sinon ça ne marchera absolument pas. Et on ira vers la solution numéro 2 que Christian imaginait tout à l'heure, c'est-à-dire backlash. Avec les risques. Corinne, je parlais du produit du CBAM, pas des D'accord. produits des enchères. C'est très différent, hein. Je D'accord, parlais ok. uniquement du produit attendu du CBAM, qui sera effectivement le prélèvement à l'importation. Bien évidemment, pas D'accord, du tout ok. D'accord. Excuse-moi, donc j'avais mal Non, compris. non, c'est juste pour préciser, parce que Mais c'est l'intérêt de l'échange. C'est l'intérêt de l'échange. Voilà. Sur ETS2, je suis 100% d'accord avec toi, et même encore plus, si tu veux. C'est que si on n'est pas capable de redistribuer massivement le produit des enchères sur ETS2, on aura les gilets jaunes et encore plus de backlash. Donc c'est Ouais. clair. Mais sur le TS2, il y a quand même quelque chose à regarder attentivement, c'est que le TS2, il existe déjà en Allemagne. Et donc, et en Allemagne, le produit des enchères de leur ETS2 fédéral, hein, il est bien redistribué aux ménages. Et c'est comme ça que si, au moment, alors là, j'ai des vieux relents, pardonne-moi Michel, sur la taxe carbone, hein, mais bon, il faut assumer ce qu'on a fait. Quand on a introduit la taxe carbone en 2014 dans la loi de finances, j'avais préconisé auprès des pouvoirs publics, soit de redistribuer 80% du produit de la taxe carbone si on refaisait la redistribution forfaitaire sur tous les ménages, soit de redistribuer 35% de la taxe carbone ciblée 4 premiers déciles, les 4 déciles inférieurs. Donc c'était ça l'idée. Et le gouvernement avait à l'époque pris le volet taxe, il n'avait pas pris le volet redistribution. C'est un arbitrage de nature politique. Je crois qu'il y a une question intéressante. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui s'appelle Hippolyte Aide ou Aidé, et qui évoque une réunion de la commission ITRE. La commission ITRE, c'est la commission Industrie et Énergie du Parlement européen du 24 mars, où Stéphane Séjourné a évoqué l'ETS. Donc, je ne sais pas si Hippolyte est en ligne, si son micro peut être connecté ou s'il peut se connecter. Mais s'il pouvait lui-même poser la question, ça serait aussi efficace que si je lis son texte, sinon je lirai le texte qu'il a mis dans la messagerie. Je ne sais pas si il est encore connecté ou pas. Je vous vois connecté, Hippolyte. Donc, si vous pouvez connecter votre micro, on va le connecter. Et si vous pouvez poser votre question. Ah. Ou alors. Oui, bonjour, vous Voilà, m'entendez? c'est parfait. Merci. Merci de vous connecter. Vous m'entendez? Parfait. Allez-y. Oui, et bien c'était lors d'une réunion où, comme vous l'avez souligné, Stéphane Séjourné a indiqué que l'ETS était à la base conçu comme un outil d'investissement. Et le problème, c'est qu'il était largement perçu comme une taxe aujourd'hui. Et alors, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, et que 10% des revenus seraient réinvestis dans la décarbonation et l'industrie. Or, ce serait trop peu, et ce qui est une capacité des États membres. Est-ce que vous voyez qu'une allocation obligatoire, par exemple de 100%, pourrait être possible de ces revenus pour la transition ou pour la décarbonation? Est-ce que ça peut être réaliste dans le cadre de la révision dans une prochaine révision de l'ETS? Eh bien, et vous posez aussi un point qu'on n'a pas abordé, c'est comment on peut expliquer la sorte de d'axe, sans jeu de mots, hein, italo-allemand, pour essayer de dézinguer l'ETS, essayer de fragiliser. Et question subsidiaire, est-ce qu'on n'a pas aussi affiché côté français un prix ridiculement bas qui ne répond pas aux objectifs évoqués tout à l'heure d'un prix significatif qui structure? Donc ça fait beaucoup de questions, je ne sais pas qui veut répondre parmi vous trois. Ben, moi, je peux répondre sur le produit des enchères déjà, parce que c'est factuel, ça, en France, hein, on a choisi de diriger la majorité du produit des enchères vers au financement comment ça s'appelle, de l'agence d'aide au logement, enfin, sur la décarbonation du logement. Donc, ça n'a pas été tourné vers l'industrie, mais ça a été quand même tourné vers le problème de l'usage des revenus, c'est que en réalité, jusqu'à présent, la Commission n'a pas vraiment la main sur la redistribution du produit qui est en réalité à la charge des États membres, hein.
Bon, alors, il y a normalement une espèce de contrôle ex post, mais quand on regarde de près, on ne contrôle pas grand-chose. Et c'est, je crois, l'une des grandes questions qui va être posée par le TS2, c'est que le Fonds social européen, le social n'est pas dans la prérogative européenne. Donc, on pourra toujours effectivement dire, on flèche X milliards, je ne sais pas, vers la Hongrie ou vers la Pologne, mais c'est bien la Hongrie ou la Pologne qui fera les choix in fine. Donc, c'est pour moi quand même une grande question sur comment est-ce qu'on va gérer ce fonds social. Le principe du fonds social, moi je suis partisan effectivement sur ETS2 de redistribuer la majorité des revenus vers les ménages et si possible de cibler même vers les ménages et surtout de le distribuer en cash. Parce qu'il y a un point qu'il faut bien comprendre, c'est que la taxe carbone ou le quota de CO2, vous le payez au 1er janvier quand ça vous tombe dessus. Donc si vous dites oui, on va utiliser le produit pour dans 4 ans décarboner vous donner accès à un véhicule, non, vous ne réglez pas le problème immédiat. Donc il faut qu'il y ait un transfert rapide et ça, à ma connaissance, ça ne peut pas être géré au niveau européen, ça se gère au niveau des États membres. Nationalement. Peut-être un petit point, si vous me permettez. D'abord, pour revenir sur ce que vous disiez, M. Lepertuis, qu'il n'y ait pas de malentendu sur le MACF ou le CBAM. Ce n'est pas un droit de douane, on est bien d'accord. Hein. C'est un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête l'avantage qui est donné aux importations. Aujourd'hui, si vous importez en France du ciment, vous êtes avantagé par rapport à une production européenne. Le producteur européen, il doit payer des quotas de CO2 parce qu'il n'a encore une fois pas assez de quotas gratuits, alors que le cimentier, évidemment, qui exporte, lui, donc on est juste en train de rétablir un équilibre. C'est quand même assez incroyable. On a mis des années pour ça. J'ai aucun souci là-dessus. Mais ce que je vous dis, c'est que la raison pour laquelle la totalité du CBAM est prévue d'allouer directement le budget européen, c'est que c'est considéré comme un droit de douane par les autorités européennes. Voilà, mais c'est un peu aussi, on a l'impression qu'ils s'excusent, et quand vous parlez aux gens de Digitax, qu'ils s'excusent, et il faut qu'ils aillent s'excuser auprès des pays de mettre ça en place, ce qui est un tout petit peu hallucinant, mais ça fait partie de la naïveté. Mais je partage votre point de vue complètement, si vous voulez. Alors, en termes de montant, juste pour qu'on ait une idée des revenus, parce que vous avez eu raison de dire que ce n'est pas tout à fait la même chose, on parle des revenus du CBAM d'un côté, on dit des ETS de l'autre, les rapports c'est 1 à 10, il y a 10 fois plus à peu près de revenus qu'on attend des ETS, avec un prix du carbone qui devrait augmenter, bien sûr, et encore une fois un phasing out, comme on dit, des allocations gratuites. Donc mécaniquement, tout ça va générer beaucoup d'argent, et aujourd'hui cet argent qui existe déjà, il est réparti à 15% vers l'Europe et 85% vers le pays concerné. Qui effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas un droit de regard très, disons, prégnant de l'Europe sur la manière dont tout ça est utilisé. Il y a des discussions en cours aujourd'hui, peut-être jusqu'à inverser d'ailleurs ce pourcentage. Donc évidemment, ça pose quelques sujets dans certains pays. Encore une fois, les ordres de grandeur, pour vous donner une idée, parce que là aussi, c'est très généreux de faire bénéficier le CBAM aux pays exportateurs pour les aider à se décarboner. Pourquoi pas, mais charité bien ordonnée. Donc, commençons déjà à décarboner nos industries. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur les 9 000, je vais prendre l'exemple de l'industrie cimentière que je connais bien. L'industrie cimentière, si on prend sa feuille de route, qui d'ailleurs se passe un peu plus vite que prévu en termes de décarbonation, et vous prenez la baisse des quotas gratuits et une hausse, on va dire raisonnable, du prix du CO2, l'industrie cimentière va générer 9 milliards d'euros de revenus d'ETS d'ici à 2050. Quand vous faites le calcul de qu'est-ce que ça coûterait pour décarboner des usines cimentières françaises aux bornes de ces usines, l'ordre de grandeur, c'est 4 à 4 milliards et demi, c'est-à-dire probablement un peu moins de la moitié de ce qu'on va générer. Donc, il y a de la possibilité, pour répondre effectivement à la question, parce que le problème, c'est quand on va décarboner, on va fabriquer des produits, je le disais, qui seront probablement d'un prix plus élevé, et il va falloir accompagner les gens pour les acheter, que ce soit du ciment ou des voitures. Et donc, dans ce cas-là, encore une fois, on peut faire les deux, c'est-à-dire il y a suffisamment de revenus pour à la fois aider probablement le consommateur final et aider l'industrie à se décarboner. Parce que là, pour l'instant, on parle beaucoup de décarbonation, mais on le fait peu. Il faut aussi souligner ça. C'est-à-dire ce qu'on fait, et encore une fois, pardon de zoomer sur l'industrie, mais là j'ai tous les chiffres, puisque c'est quand même, le ciment, c'est 9% du CO2 dans le monde, c'est quand même pas tout à fait neutre. Vous regardez, il y a
deux manières, on va dire, de décarboner le clinker, plus exactement, qui est le premier produit de transformation, qu'on transforme en ciment. Il y a les leviers traditionnels. Ça, on les active, les leviers traditionnels, et l'actualité est brûlante sur le sujet, c'est sortir des combustibles fossiles. Sortir des combustibles fossiles. Donc, on arrête de brûler du charbon, on arrête de brûler du coke de pétrole et on brûle des déchets, et si possible, à forte composante biomasse. Ça, c'est super. Mais ça, on le fait déjà. On va le faire de plus en plus. Hein. On est aujourd'hui à 55% de combustibles alternatifs. C'est-à-dire qu'on a enlevé déjà tout ça en charbon et en pot de coke. On veut monter à 85%. Super. Mais quand on aura fait ça, on n'aura fait qu'un tiers du chemin. Donc, il reste les 2 tiers à faire. Et les 2 tiers à faire, c'est ce que je disais en introduction, c'est du carbone fatal. Donc, soit on laisse partir à la cheminée, soit on le séquestre, soit on l'utilise pour faire des carburants. Ce qui est quand même très dommage, c'est qu'on a des fonds européens qui s'appellent le Fonds d'innovation. On a des initiatives courageuses françaises qui sont pas du tout en retard sur le sujet, qui s'appelle le GPID, où dans le marasme que nous connaissons sur le budget, on arrive quand même à sauver un peu de budget pour décarboner l'industrie. Rien ne part. C'est quand même assez frappant, et là je vais zoomer sur mon propre groupe. La seule cimenterie moderne, c'est-à-dire qui va jusqu'à la 2e génération, qui capture son carbone, qui va le séquestrer dans des puits déplétés ou des nappes salines aquifères, il n'y en a qu'une. En Europe, elle est en Norvège. Elle séquestre 400 000 tonnes. Elle a démarré au mois de mai. Elle est à l'intérieur du groupe Heidelberg en Norvège. Donc, vous l'aurez remarqué, pas dans l'Europe des 27. Autre bonne nouvelle. Enfin, une autre cimenterie a pris le pari, cette fois-ci, de séquestrer l'intégralité de ses émissions. On part d'1 million de tonnes. La décision finale d'investissement, la FID, comme on dit, a été prise en fin d'année dernière. Super nouvelle, 1 million de tonnes. Cette usine, elle est située au Pays de Galles. Donc, au moment où on se parle, le phare de l'Europe, du monde qui est l'Europe sur la décarbonation, pas une seule cimenterie a pris la décision finale d'investissement pour se décarboner, alors même, dans le groupe que je préside, 4 cimenteries ont été dotées par l'Europe. Il n'y a pas de modèle économique. Il faut à un moment donné qu'on se parle de ça. Il n'y a pas de modèle économique. Donc, il faut dérisquer les investissements. Il faut un prix du carbone élevé. Pour résumer sur effectivement l'objet de cette conférence, il faut de la visibilité. Alors, ça paraît curieux qu'un industriel crie qu'il faut un prix du carbone élevé, mais il faut un prix du carbone élevé, sinon on n'y arrivera pas. Et la preuve aujourd'hui, c'est que sans marché, sans aide à l'investissement qui n'a aucune rentabilité et sans prix du carbone élevé, on ne fait aujourd'hui qu'en parler. Merci beaucoup. Je crois que Brieux Alouette, qui est le responsable du bureau de Bruxelles de confrontation, avait une question à poser. Brieux a préparé cet échange. Justement, pour enchaîner vraiment sur l'enjeu de la prévisibilité dont vous parliez, M. Pignon, nous sommes aujourd'hui dans une situation de quasi-crise énergétique, enfin de crise énergétique. On a un prix du spot du gaz qui est aujourd'hui à plus de 52 €, en tout cas ce mois-ci, du mégawattheure, c'est-à-dire plus 50% par rapport à l'an dernier. Et on a les annonces de la Commission, justement, qui laissent entrevoir une forme de retour en arrière. En tout cas, on a des annonces au niveau de la réserve de stabilité qui a été mise en œuvre en 2019, justement, pour compenser l'émission d'un nombre trop élevé de quotas. Plus largement, et là je m'adresse aux différents intervenants, hein, pas seulement à vous, mais quel est l'impact, quel serait l'impact, en tout cas de votre point de vue, de l'orniette, de ces mesures-là, de la Commission, en tout cas de cette annonce du 1er avril, qui viserait à bloquer justement l'invalidation de quotas au-delà de 400 millions dans la réserve de stabilité. C'est juste l'invalidation automatique, hein, c'est juste l'invalidation automatique hein, pour l'instant. Oui, pardon, oui. D'autres réformes du MSR. Bien entendu. Mais alors, je veux bien donner juste un avis très rapide, je ne veux pas monopoliser la parole. J'allais dire ça, je vais faire une réponse un peu de normand, mais ça dépend comment tout ça est utilisé, parce que dans la complexité du système, aujourd'hui, un prix du carbone élevé pénalise les prix des produits, hein, des industries émissives. Donc, si vous mettez un prix du carbone élevé maintenant, alors que les industries ne sont pas encore suffisamment, pour la raison que j'évoquais, en route vers la décarbonation, vous créez de l'inflation. Donc, c'est toute une question de timing et de positionning de ce prix. Hein. En revanche, si on veut avoir des investissements qui se déclenchent, parce qu'encore une fois, on n'arrête pas de répéter, nous, ce qu'on ne veut pas, ce n'est pas des subventions qu'on veut, on veut un marché de la visibilité. Aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, on a besoin, à un moment donné, on a ce double besoin de dire peut-être
que si les prix s'envolent trop tôt, c'est probablement pour ça que cette invalidation automatique a été retirée, c'est qu'on se garde, on a enlevé 3,2 ou 3,4 milliards de tonnes automatiquement jusqu'à présent. C'est probablement pour dire je veux quand même me garder la possibilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas piloter le prix à la hausse. Ça ne veut pas dire on se garde la possibilité en cas, effectivement, si aujourd'hui le CO2, prenons un exemple absurde, il est à 73 ce matin, il passe à 200 € demain, vous avez un impact immédiat sur le prix de l'aluminium, des engrais, de l'acier, du ciment, etc., qui va passer dans l'économie. Donc il faut, voilà, c'est toute une question, encore une fois, de timing. Bon, moi, je voudrais dire 2 mots là-dessus. D'abord, je voudrais préciser, pour qu'on soit parfaitement clair, que et la Norvège et le Pays de Galles hein, ont un prix du carbone qui est exactement le même que le prix européen pour la Norvège. Et le Pays de Galles, il est dans le système britannique. Qui est, bon, donc mais par contre, je partage complètement le point qui est que jusqu'à présent, l'Union européenne n'a pas du tout construit les outils nécessaires pour transformer le potentiel du prix du carbone en une logique d'investissement industriel. Sur la décision qui est prise de renoncer à invalider les quotas en excédent, moi je pense que la Commission met les doigts dans un engrenage qui peut être très dangereux, qui est en gros de cesser de mettre les contraintes nécessaires de restriction du plafond pour faire monter le prix du carbone. Donc moi je suis très inquiet non pas par cette décision, mais par le fait qu'on a mis le doigt dans un engrenage qui peut ensuite correspondre aux intérêts à court terme d'acteurs ou de pays qui ne sont pas favorables à une augmentation du prix du CO2. Plus fondamentalement, depuis le long débat auquel j'ai participé de façon plus active à un moment sur ces réserves de stabilité, je suis convaincu que la réserve de stabilité telle qu'elle est faite en Europe est mal calibrée. Elle est mal calibrée parce que, en gros, quand vous regardez ce qui se passe sur les marchés financiers, lorsqu'une banque centrale intervient soit en acheteur, soit en vendeur pour les liquidités, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le niveau du taux d'intérêt. Elle ne regarde pas la quantité bon. Et la réserve de stabilité, elle devrait être guidée par des indicateurs qui sont des indicateurs de prix. Un prix plancher, un prix plafond. Et ce serait beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus simple. Et effectivement, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Si demain le prix du carbone passe à 200 €, de toute façon, ça ne sera pas tenable. Donc c'est bien ça qu'il faut gérer. Un serpent climatique européen, c'est ça? Un peu, oui. Alors, je ne sais pas si le serpent monétaire était la bonne référence, mais il faut que les paramètres auxquels se réfère la réserve de stabilité soient un prix plancher et un prix plafond. Voilà. Et ça permet du reste de donner la visibilité à moyen et long terme dont ont besoin les industriels pour se lancer dans l'investissement. Corinne Lepage, peut-être sur ces sujets ou... Poser une question, excusez-moi, je n'ai pas noté votre nom, monsieur, mais Bruno Pilon. Monsieur Pilot, sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la décarbonation de votre industrie. Le système des crédits carbone ne vous paraît pas pouvoir vous être utile précisément pour financer au moins une partie de cet investissement, parce que ça rentre quand même complètement dans le CRCF, ce type d'investissement. Mais alors, comment vous verriez ça fonctionner? Parce que en utilisant les crédits, comment vous verriez ça fonctionner? À partir du moment, sur le stockage, les CCU, CCUS, disons pour simplifier, d'accord. Bon, ils peuvent donner lieu à la création de crédits carbone équivalents aux tonnes de carbone que vous avez économisées. Oui. Pourquoi donc, ça peut être une modalité de financement quand même. Oui, mais sauf que pour ça, vous avez parfaitement raison, mais pour ça, en fait, c'est une question, encore une fois, de à quel prix sera le carbone à l'instant T, c'est-à-dire pas maintenant, mais dans 5 ans, 6 ans, quand on aura fait l'investissement. On va dire une chaîne de valeur, de capture, de séquestration de carbone, d'enfouissement, etc. Aujourd'hui, c'est offshore. Hein. Il y a des pays où c'est onshore. Donc là, vous pouvez, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais vous pouvez avoir aussi des concurrences intra-européennes, attention quand même, avec des systèmes qui sont beaucoup plus favorables
dans certains pays et des chaînes de valeur qui sont plus courtes, ce qui fait que des groupes internationaux comme les nôtres peuvent rester très européens et décider finalement que ça va se faire plutôt en Pologne. Voilà. Donc il y a quand même ce petit sujet-là. Mais la question, c'est la question du prix. Vous avez raison. Si moi, ça me coûte 150 € dans ma chaîne de valeur avec le prix du carbone dans 5 ans, dans 10 ans, est à 200 €, j'ai eu raison de le faire. Et mon voisin, qui lui va être obligé d'acheter les 200 €, qui n'a rien fait, eh bien, je vais gagner des parts de marché. Mais mon problème, et ça, c'est tout le système des CCFD, des contrats carbone pour différence, que la France n'a pas mis en place, n'a pas les moyens, il faut être raisonnable de mettre en place, et à remplacer ça par un GPID, qui est une forme d'assurance, mais qui ne couvre pas les variations totales du prix du carbone. Mais c'est toute la question. Si vous me garantissez, Madame Lepage, qu'en 2030, le CO2 sera à 180 €, j'investis demain. Et vous avez raison, parce que c'est ça qu'on veut. On ne veut pas des aides. On veut des aides parce qu'il n'y a pas de marché. Donc, oui, non, mais je comprends bien. Marché de rentabilité. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Si j'arrive sur si j'arrive sur le marché aujourd'hui avec un produit qui est à 500 € la tonne ou de dette à 200 € la tonne ou 400 € la tonne parce qu'il est totalement décarboné, je n'ai pas de clients. Je n'ai pas de clients. Donc, ça ne sert à rien d'être trop tôt. Et on est tous dans cette, voilà, c'est toute cette course de vitesse, sans parler encore une fois des alignements entre industries. Il faut des tuyaux, il faut des bateaux, il faut la séquestration, il faut tout ça s'aligne. Mais il faut aussi qu'il faut aligner ces planètes. Et encore une fois, c'est normal que ce soit compliqué. C'est normal. Donc il faut avancer pas à pas. Et je vous fais grâce à des discussions avec Madame Wargon sur lesquelles, quand on va discuter du prix du transport du CO2, est-ce qu'on fait comme dans le train, dans l'ancien temps où il y avait des prix par région avant que ce soit interconnecté, etc. Vous pouvez multiplier les complexités tant que vous voulez. Mais fondamentalement, pour revenir au sujet, on a impérativement besoin d'un signal prix et d'un signal prix visible. Si vous me dites, ce sera peut-être 120, mais l'année d'après, c'est peut-être 160 et celle d'après, ce sera 80, ça ne m'intéresse pas. Donc ça revient à ce que disait M. Pertuis. Peut-être qu'il y a des vertus à dire qui serait finalement un CCFD gratuit. Parce que le CCFD aujourd'hui, c'est de l'argent qu'on pourrait donner pour compenser si le prix du carbone s'effondre. Si on dit, non, attendez, le prix du carbone, alors après, M. Pertuis, bonne chance pour caler le tunnel, parce que là, vous allez avoir des batailles entre industriels. Mais les économistes sont brillants. Les économistes peuvent réfléchir. Mais peut-être ça fait un CCL. Là, je parle en nom propre parce que le syndicat ne s'est pas positionné là-dessus. Mais peut-être que ça peut faire un CCFD gratuit. Je vais vous dire, c'est assez simple. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs en matière d'innovation. Le marché Californie-Québec fonctionne comme ça. Vous avez un prix plancher et un prix plafond. Et le truc, c'est pas très compliqué. Si vous voulez, il faut qu'il y ait une autorité, l'équivalent d'une banque centrale, on peut dire, mais bon, le terme banque centrale fait un peu peur. Il faut qu'il y ait une autorité centrale qui ait une certaine capacité d'achat et de revente en fonction d'un. Et puis, si effectivement, alors, le plafond est plutôt plus facile du reste à garantir que le plancher. Bon, c'est le plancher, le point difficile, c'est le plancher. Oui, pas de problème, c'est le plancher. Le plancher, il est plus difficile parce que, en fait, le plancher, ça consiste à durcir la contrainte, si vous voulez. Donc, dès que vous durcissez la contrainte, vous heurtez évidemment à des tas d'intérêts à court terme, si vous voulez. Mais après, la question de la crédibilité est très importante, si vous voulez. C'est-à-dire que il ne suffit pas de dire on va garantir un plancher. Et c'est pour ça que le parallèle avec les banques centrales est intéressant, parce que ce qui fait la crédibilité d'une banque centrale, c'est aussi son indépendance par rapport à tous les lobbies. Parce que quand même, bon, tous les industriels ne nous disent pas, comme vous, monsieur, qu'il faut un prix du carbone élevé. On est bien d'accord. Oui, ça dépend. C'est pour ça que c'est même pas. On a parlé de pays favorables, défavorables, Allemagne, Italie. En fait, à l'intérieur des pays, il y a des querelles entre industries. Bien sûr, parce que l'industrie cimentière allemande a les mêmes raisonnements. On a un vrai besoin de se décarboner, on en a conscience. On pense qu'on aura un avantage compétitif à le faire. C'est ça la raison. On va faire un step, mais effectivement, l'alignement va être un peu compliqué. Oui. Comment on porte tout ça au plan politique? Moi, j'aimerais un peu vous questionner tous les trois, parce qu'on est dans un moment politique où l'Union est
est pas mal challengée, questionnée sur ce qu'elle peut faire, ses marges de manœuvre, comment la Commission peut aller de l'avant par rapport au pouvoir que les États membres lui confèrent dossier par dossier. C'est un chantier quand même colossal. D'abord, un chantier d'explication, de pédagogie. Tout ce qu'on évoque là depuis 1 heure, c'est très technique. C'est pas accessible comme ça. La marge d'escalier est assez importante. Et on voit que par ailleurs, dans tous nos pays, comme il l'a pas évoqué tout à l'heure, un certain nombre de forces nationalistes caricaturent tout ça en disant ben, c'est à cause de ça que le prix monte, c'est à cause de ça que, ma bonne dame, on n'arrive pas à la fin du mois. Donc, comment on peut faire cette maïotique qui fasse que sur un sujet aussi central pour nos enfants et nos petits-enfants, on arrive à être efficace, agir? J'aimerais un peu vous entendre tous les trois. Comment on peut faire sens et faire une approche commune, efficace? Corinne. Je peux commencer. C'est une question qui est évidemment très délicate parce que plus on idéologise le sujet et moins on peut le traiter. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui me fait vraiment très peur aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive plus à traiter de ces sujets qui sont au moins autant des sujets économiques que des sujets environnementaux, et également sanitaires d'ailleurs au passage, mais en tout cas économiques, parce qu'on est dans une idéologisation extrême de ces sujets, du sujet environnemental. C'est-à-dire que, en fait, ce sujet est devenu une mantra pour une partie de l'opinion publique et des partis qui vont avec, qui considèrent que c'est la source de tous leurs maux, et que donc, en détruisant tout ce qu'on a pu faire depuis 20 ans en termes de réglementation de système, ben, tout ira beaucoup mieux. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui sont parfois un peu en dehors de la réalité économique, et je dirais, plus les uns montent aux arbres et plus les autres montent derrière, dans le sens que je voudrais. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à avoir un débat aussi rationnel que possible, comme on essaye de le poser là, je pense que ce sera extrêmement difficile. Et donc, je me tourne vers le monde économique que vous représentez, monsieur, pour dire que, à mon sens, c'est là que se trouve la solution, parce que les gens dont je parle, ils pensent parler au nom d'un certain nombre d'intérêts économiques. Si ces intérêts économiques commencent à leur dire, écoutez, c'est pas franchement ce qu'on veut, ben, peut-être que ça changera. De mes souvenirs du Parlement européen, qui était quand même beaucoup moins extrémisé qu'aujourd'hui. Moi, je suis partie du Parlement il y a plus de 10 ans, c'était en 2014. Le PPE était quand même extrêmement proche des milieux économiques. Et généralement, les thèses qu'il défendait, c'était celles que les milieux économiques lui demandaient de défendre. Je veux pas... c'est pas une critique que je fais, c'est une réalité. Donc, je pense que plus les milieux économiques seront en consensus sur ce qui leur va bien pour réindustrialiser l'Europe, parce que finalement, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de décarboner en réindustrialisant et de réindustrialiser en décarbonant. C'était l'objet de la feuille de route de mars 2025, qui est quand même bien pensée, qui a été écrite après les rapports l'État Draghi, qui est plutôt pas mal fichu quand même. Ben, je pense que plus on aura une demande économique d'aller en ce sens-là, plus le rationnel peut l'emporter. Si on n'arrive pas à faire ça, on restera dans l'irrationnel. Et donc, on n'y arrivera pas. Enfin, moi, c'est peut-être un peu basique ce que je suis en train de dire, mais je pense que le monde économique doit jouer un rôle absolument majeur dans la reconquête de ce qui est le sens de notre développement. J'en reviens tout à l'heure à ce qui était dit sur la Chine, parce que tu avais posé, Michel, une question à ce sujet en disant on n'est pas une île. Moi, quand même, ce qui me fait mal au cœur, c'est que ça fait 25 ans ou 30 ans que nous, les Européens, on lance des principes et des idées qui sont excellentes ou excellents, et qu'on est infichu de les traduire en termes industriels et qu'on se fait chaque fois voler la politesse par les Chinois. Alors, ça a été vrai sur toutes les énergies renouvelables dans les années entre 2005 et 2010, disons, 2012. Et maintenant, ils sont devenus les champions de la décarbonation et nous, on court derrière. Donc, c'est quand même absolument absurde. Donc, on a un système là qui est quand même bien pensé.
il peut être amélioré, bien entendu, mais le réduire, c'est encore une fois complètement absurde. Et très franchement, il faut arrêter de regarder vers le backlash qui, pour moi, est le rétroviseur, c'est-à-dire les États-Unis, pas tous les États-Unis, mais une partie des États-Unis, et regarder, au contraire, dans le pare-brise, qu'est-ce que fait la Chine. Bien sûr. Christian ou Bilan, comme Je peux raisonner, enfin, je peux répondre rapidement. ouais, D'abord, Madame Lepage, moi, je partage en très grande partie ce que vous dites, et je suis assez optimiste. Et je suis assez, pas béatement, hein, je ne suis pas béatement optimiste, hein. Je suis assez optimiste parce que, me semble-t-il, euh, l'écoute que nous avons au niveau de l'Europe, alors tout ça est à prendre avec des pincettes, ça dépend où, avec qui, à quel niveau dans l'organisation. C'est peut-être un petit peu moins vrai pour les administrations, c'est beaucoup plus au niveau des séjournées extra et autres. On a une écoute, je pense, qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que l'Europe, vous le savez mieux que moi, c'est plutôt construite autour du consommateur, ce qui était très bien. Et l'industrie était un peu regardée quand même du bout des lèvres, avec des positions parfois un peu surprenantes pour des industriels, de refuser des alliances entre grands pour faire des géants, par exemple. Donc un peu étonnant. C'est en train de changer. C'est en train de changer. C'est-à-dire que quand vous nous dites emparez-vous du sujet, oui, on s'empare du sujet. Après, effectivement, les porter au niveau du Parlement, quand vous voyez la répartition de nos députés, il n'y a pas toujours des gens qui ont une oreille attentive auprès de l'industrie pour dire les choses de manière policée. Donc on agit au niveau de la commission, etc. Mais il y a une écoute, je pense, qui est aujourd'hui sérieuse. On a fait preuve, pourquoi est-ce qu'on avait des bonnes idées et que ça ne s'est jamais traduit industriellement? Parce qu'on a fait preuve de beaucoup de naïveté. Et si vous voulez, il y a encore au sein des administrations où il y a des gens très brillants, mais qui ont énormément de mal à voir ce qui est en train de se passer. Et en un sens, quel que soit ce qu'on en pense, cette espèce d'agitation Trump nous aura quand même donné un sacré coup de pied. Donc, on est en train de se poser des tas de questions qu'on aurait dû se poser. Il y a des sonnettes d'alarme qui ont été tirées, mais vous savez très bien, je le disais en introduction, l'industrie, c'est silencieux. Ça ne descend pas dans la rue, ça ne bloque pas avec des tracteurs, ça s'en va. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai chemin qui a été entrepris, qui a été aussi entrepris en France, qui a bien fonctionné, qui aujourd'hui fonctionne moins bien pour les raisons qu'on connaît, mais au niveau de l'Europe, je pense aujourd'hui il y a davantage d'écoute. Et quand vous dites ah mais monsieur, il y a d'autres industriels qui n'ont pas le même discours, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est une question de timing, monsieur Lepertuis. Quand vous parlez à des aciéristes, qui sont d'ailleurs de plus en plus ralliés à cette position-là, quand vous parlez à des gens de la chimie, c'est un petit peu moins vrai peut-être, eux, pourquoi ils sont un peu plus arc-boutés et pas favorables, ou en tout cas extrêmement prudents? C'est qu'ils ont plus d'enjeux que nous, et vous l'avez très bien dit. Ils ont des produits à l'aval en grand nombre qui sont très compliqués, sur lesquels on est passé, honnêtement, avec une légèreté confondante. On dit, mais on verra bien, on gérera. Et on entend des absurdités quand même dans la bouche de très haut gradés, que je ne vais pas nommer, en disant l'IA, puisque c'est la dernière invention, qui est bien, l'IA viendra combler les trous du CIBAM. C'est à s'en taper la tête contre les murs. Donc, à un moment donné, je pense que là, voilà, il faut vraiment venir. Et on a un discours, Madame Lepage, qui est très franc. Vraiment, au niveau de l'Europe, on parle beaucoup plus cash, y compris dans ces fameux secteurs dialogue qui étaient très policés. On parle beaucoup plus cash en disant vraiment ce qu'on pense, en disant attention, maintenant il faut nous écouter. Et on est écouté. Pas toujours, pas tout le temps, pas assez, mais on est davantage, je pense, écouté. Je je suis voudrais ravi juste dire d'entendre un ce mot. message. Oui, Corinne, oui. Excuse-moi, Christian. Vas-y. Je partage, monsieur, tout à fait votre point de vue sur la naïveté. Moi, ça peut étonner, mais je me suis beaucoup battue contre la politique de concurrence que nous avons poursuivie entre 2009 et 2014, puisque c'était l'époque où j'étais députée. Parce que ça me semblait absurde d'empêcher la création de grands groupes européens, et ça me semblait absurde de refuser de mettre des droits de douane aux panneaux chinois, par exemple, qui sont arrivés à tuer complètement l'industrie européenne qui existait à l'époque. Parce qu'on avait des grandes boîtes, et pour le solaire et pour l'éolien. Pas forcément en France, mais il y en avait en Espagne, il y en avait en Suède, il y en avait aux Pays-Bas et en Allemagne. Et en Allemagne, beaucoup, oui. Mais ces boîtes, elles n'ont pas pu subsister parce qu'elles étaient dans une situation absolument catastrophique, et toute union qu'on aurait pu favoriser entre ces groupes
on les a interdits en réalité. Donc, il y a eu une espèce de manque de vision archaïque du droit de la concurrence, comme si ça s'appliquait en Europe, mais ça ne s'appliquait pas vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que les grands groupes qui venaient chez nous, ça, c'était zéro problème, pas de problème de concurrence, mais dès qu'il y avait une boîte européenne qui était susceptible d'être un peu de grande taille, là, ce n'était pas possible. Non, on a fait des erreurs stratégiques absolument majeures, hein. On en est co-responsable, j'en suis co-responsable, mais c'est majeur. Christian Moi, de je Pertuis. partage pleinement ce que vient de dire Corinne, et ce que tu dis sur le droit de la concurrence, c'est exactement pareil sur les règles de l'OMC. On a fait preuve d'une naïveté totale. Bon, je partage aussi le point que les choses sont en train de changer au niveau de la Commission depuis 2-3 ans, mais à la vérité, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Bon, moi, ce que je pense, c'est que dans les années qui viennent et dans les semestres qui viennent, le test majeur pour l'industrie, ça va être effectivement la bascule vers les enchères. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand même le fait qu'on a explicitement acté le fait qu'on allait retarder encore ce passage aux enchères, hein, au-delà de 2034, si ma mémoire était bonne. Bon. Et je suis convaincu que c'est un point essentiel. Moi, j'ai souvenir des discussions qu'on a eues à la fin des années 2000 sur le passage aux enchères. Je rappelle quand même qu'en 2012, la Commission prévoyait la suppression des enchères gratuites pour la majorité du système industriel d'ici 2020. Ça n'a pas été fait. Là, on est reparti dans une discussion qui est quand même assez inquiétante. Et pour moi, effectivement, réussir à la fois le passage aux enchères et c'est pas un droit de douane, vous avez raison de le rappeler, et le fait de bien faire payer les quotas pour les biens importés, et de bien traiter les produits transformés, ça, c'est vraiment ça va être vraiment ça qui va faire la différence. Soit on réussit à faire ça, auquel cas, effectivement, ça ouvre un potentiel énorme de compétitivité et de souveraineté industrielle à moyen et long terme. Soit on n'est pas capable de faire cette bascule, et à ce moment-là, je crains qu'effectivement, on soit repris par les vents du backlash, quoi. Et je ne partage pas totalement votre optimisme, monsieur, parce que j'ai été tellement échaudé, si vous voulez. Moi, je me souviens, moi, j'ai participé à la création du marché, même avant 2005, si vous voulez, en 2003-2004, je fais partie des experts qui ont travaillé sur cette question-là. Bon. J'ai quand même été beaucoup échaudé par les comportements d'un certain nombre de grands industriels qui ont incroyablement profité du système des enchères gratuites, et pendant tout le temps qu'ils ont passé à conserver leur quota gratuit, ils n'ont pas utilisé leur énergie à transformer leur mode de production, y compris une grande entreprise cimentière dont je tairai le nom, mais vous voyez clairement qui je vise. Oui, après, il n'y avait pas d'incitation à le faire, hein, avec des prix tels qu'ils étaient. Il y a quand même eu un très bon lobbying pour. Oui, mais je pense, vous avez raison, mais je pense qu'honnêtement, tout ça est quand même derrière nous, quoi. Donc, regardez, pour rester, pour illustrer le côté positif, sauf erreur de ma part, le phasing out de l'ensemble des allocations gratuites à 2034 et son rythme n'a pas été touché. Donc, à date. Alors, on ne vous entend plus. Oui, et après, les micros, Christian. Il y a un petit problème de micro. Ah. On ne vous entend pas. Il y a un problème de micro, Christian. Oui. Ah, attendez, oui, on m'a enlevé le micro. Oui. Non, ça, c'est pas moi. Hein. C'est pas sur moi. le phasing out vous voyez, non, la possibilité d'avoir des quotas gratuits après 2034 a explicitement été introduite par la présidente de la Commission européenne, si vous voulez. Donc, le rythme du phasing out, il est de moins en moins garanti, et on verra en juillet prochain comment ça va se passer. Mais Monsieur Pertuis, je ne crois pas, sauf erreur de ma part, je ne crois pas que ce soit tout à fait ça. C'est-à-dire que les quotas gratuits vont bien disparaître. Par contre, et ça c'est vrai qu'on le demandait, il faut qu'on garde quand même un système de quotas. C'est-à-dire qu'en 2040, parce qu'il y avait le problème de 2040, si c'est à ça que vous faites allusion.
En 2040, on n'avait plus de système. Or, en 2040, malheureusement, Eh oui. pour ce qui est des cimenteries, on ne sera pas totalement décarboné. Donc, la Commission a dit, on va remettre évidemment des quotas carbone après 2040, ce qui est un principe de réalité. En revanche, le phasing out qui lui arrête à 2034, sauf erreur de ma part, en 2034, il n'y a plus de quotas gratuits. Par contre, il y a encore des quotas après 2040. C'est ça, vous n'avez pas cette interprétation. On échangera hors champ. On échangera après, mais il faut que je Ok. vérifie ma source, mais j'ai cru comprendre Je crois que qu'il y a c'est au moins ça. une ambiguïté. Mais bon. Il y a au moins une ambiguïté de langage sur le fait que l'échéance de 2034 pourrait être rallongée, comme on a rallongé le TS2 déjà d'1 an. Enfin, ça commence comme ça, le détricotage commence comme ça, si vous voulez. Oui, ça, ce serait très inquiétant, monsieur de Pertuis. Mais c'est très inquiétant. Mais Très, très pour moi, si vous voulez, pour moi, les signaux très inquiétants sont les suivants. C'est le fait que on va pas supprimer, on va pas détruire les quotas en excès tels qu'on l'avait prévu. Le fait que l'introduction de TS2 est reportée d'1 an. Le fait que et ça, c'est le signe, si vous voulez, comment dire, des hésitations européennes, du changement de compte. Et c'est très inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant pour quelqu'un comme moi qu'en 2012, moi j'ai cru Ouais, il y avait la au volonté. schéma de phasing out qui était entre 2012 et 2020, si vous voulez. Ça, c'était peut-être un peu rapide, mais oui. Et oui, non, mais si vous voulez, Donc, en tout cas, on essaye de mettre beaucoup d'énergie pour reprendre sur ce que disait Madame Lepage, de convaincre, voilà, en disant, voilà, attention, alerter. Il faut faire aussi très attention que, dans le même temps, si on se décarbone, qu'on soit protégé à nos frontières avec ce fameux CBAM. Et vous l'avez dit, Oui. Monsieur de Pertuis, et c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que c'est une position qu'on porte, et pour l'instant, sur lequel on n'a pas gain de cause, c'est en disant, les pays qui veulent importer en Europe, c'est les valeurs moyennes qu'il faut prendre, les valeurs moyennes du pays. Comme ça, évidemment, vous allez aider le pays à se décarboner. Or, ce n'est pas du tout ça qui est écrit dans les textes, je sais bien, mais je sais puisque bien, c'est là je que sais c'est bien, value. je sais Ou bien. alors des valeurs par défaut qui sont tellement élevées que quelque part c'est un pouce au crime et vous êtes obligé de donner des valeurs actuelles, des vraies valeurs qui encore aujourd'hui ne sont pas contrôlées. Donc c'est ce système-là sur lequel on alerte beaucoup. On dit, ça c'est de la naïveté pure. Absolument. Je crois qu'on va profiter. Je crois qu'on va profiter des quelques minutes qui nous restent, puisqu'on a réservé un petit créneau jusqu'à 16h. Pour Brieux, peut-être tu peux nous donner 2 questions qu'il y a dans le chat pour Oui, nos tout à 3 fait. amis. Voilà. Et ça permet de revenir un peu sur ce qui a été évoqué un peu plus tôt. Ce serait bien que le question soit une bonne note en tout cas, et en tout cas sur une note positive. Peut-être sur la question, alors pour revenir un peu sur les enjeux d'innovation, quelqu'un justement dans le chat ici évoque notamment la question de la réserve de stabilité et de son usage, en tout cas la capacité, la possibilité de transformer cet outil, en tout cas, de manière dynamique pour financer des projets de transformation, de décarbonation. Ça peut être ici voilà, une solution éventuelle pour ce qui avait été évoqué par M. Pilon plutôt sur les questions de séquestration du carbone, etc. De capture ou de biomasse. Oui. Et peut-être M. Pilon. Oui, mais alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, parce que le MSR va agir indirectement. La mise en place du MSR, à l'aller comme au retour, ça va piloter le prix. Donc le revenu, il ne vient pas du MSR, il vient effectivement du coût du prix des ETS. Parce qu'il y a une confusion dans la question, oui. Oui, mais ça on l'a effectivement évoqué, c'est de diriger, on ne va pas rentrer dans le système de taxes affectées, mais de diriger les revenus de ces ETS vers la décarbonation profonde. Et nous, on va jusqu'à dire, mais finalement, il faudrait le diriger vers le secteur qui les a générés. Si l'industrie cimentière génère 9 milliards, on coupe la poire en deux, il y a 4,5 milliards qui vont pour aider les gens à construire pas cher parce que le prix du ciment va augmenter, et 4,5 milliards qui est pour se décarboner. Pourquoi pas? Des systèmes comme ça sont possibles. Mais malheureusement, quand vous parlez en haut lieu, on vous dit ce revenu qui est encore une fois 85% qui revient pour la France, dans les budgets futurs, il a été vendu 3 fois. Donc voilà, il faut aussi, il faut aussi regarder ça d'un peu avec un peu de lucidité. Je voyais Christian de Pertuis et Corinne Lepage sourire à votre propos. Oui, quand vous disiez que c'était vendu 3 fois, voilà. Bon. Ça arrive. Non, mais la question de fond, c'est pourquoi est-ce qu'on restitue cet argent aux États membres? C'est ça la difficulté, quoi. On voit bien. Alors il y a une discussion qui est en cours, mais évidemment qui n'est pas tout à fait unanime. Oui. De dire on inverserait. C'est en discussion
pour ETS1, pas pour ETS2, c'est très différent. Parce que pour ETS2, Oui, c'est le Fonds ETS1, social. pardon. Moi, je suis que ETS1. Oui, mais Pas concerné par le TS2. En tout cas, pas en le tant TS2, qu'industriel. ça va quand même être un sacré truc aussi, hein, si vous voulez. Bon, déjà, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a fait un ETS2 et pas mis ces secteurs dans le même ETS. Mais bon, le TS2, ça va être encore plus compliqué parce que là, on est dans le domaine social et le domaine social, c'est vraiment le domaine réservé des États membres. Je vous propose à tous les trois en 1 minute. Vous êtes conseiller, Madame von der Leyen va vous appeler dans quelques minutes à 16h30. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour le travail à faire d'ici le mois de juillet, d'ici la révision de la directive? Priorité, c'est quoi? Priorité, c'est de ne pas lever le pied, pas jeter le marché ETS avec l'eau du bain. Ça c'est ce que j'ai compris de notre échange, bien sûr. Mais au-delà, concrètement, il faut avancer sur quoi? C'est sur quel bouton? Et bien entendu, on l'a évoqué au début de ce webinaire, compte tenu de la crise, quoi. Comment on enchaîne ça d'un point de vue politique avec le constat aujourd'hui qu'on est dans une crise énergétique majeure? Comment vous résumerez ça, Madame von der Leyen? Il n'y aura pas 3 heures à consacrer au sujet, mais voilà. Quel serait votre message clé à tous les trois pour conclure ce webinaire? Qui veut démarrer? Corinne, allez. Je dirais, donnez-nous des perspectives. Ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique, franchement, on est tous tourneboulés parce qu'on ne comprend pas grand-chose, en vrai, de ce qui se passe. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'on est extrêmement dépendant du fossile. Donc le sujet, c'est sortez-nous du fossile. Faites tout ce qu'il faut pour nous sortir du fossile le plus vite possible et au meilleur prix. Voilà, c'est assez simple. Incompréhensible. Bruno Pilon ou Christian Pertuis. Je pense ce dont on a besoin, pardon, M. Pertuis, mais ce dont on a besoin, encore une fois, mais c'est un peu dans la ligne de ce que dit Mme Lepage, on a besoin de visibilité. On ne peut pas se permettre, à chaque fois qu'il y a des annonces sur Twitter ou à chaque fois qu'il y a un président américain qui perd les pédales, de remettre en cause une stratégie qui a été écrite, qui a été pensée. Décarbonation. Voilà, donc de décarbonation. Et là, l'objectif, il ne faut pas perdre de vue la cible. La cible est bonne. Après on n'est pas sur une île, donc qu'on accompagne un peu les trajectoires, pourquoi pas? C'est dans ce sens que la MSR peut un peu nous aider, etc. Mais on ne peut pas remettre en cause une cible. On a une cible avec une date. Cette cible 2034, 2040, 2050, il faut garder ces objectifs. Sinon, si on remet en cause à chaque fois, c'est extraordinairement difficile pour des industriels. On doit être sur les mêmes horizons de temps. Nos horizons de temps, c'est entre 20 et 30 ans. On est en train d'écrire le marché pour les 20 à 30 ans qui viennent. On ne peut pas réagir à la maille de la semaine ou du mois comme on est en train de faire en ce moment. Ça, c'est pas possible. Merci beaucoup, Bruno Pilon. Christian, pour le mot de la fin. Oui, qu'ajouter. Moi, je dirais, le monde décarboné, il est mieux que le monde carboné. Et donc, il faut accélérer pour aller vers ce monde décarboné qui va nous donner plus de souveraineté économique et qui va nous donner aussi, quand même, il ne faut peut-être pas l'oublier, une planète en moins mauvais état pour nos enfants et nos petits-enfants. Hein, parce que je veux dire, moi, je suis quand même assez effaré par l'impression que la problématique du changement climatique est devenue secondaire. C'est pas secondaire, ça reste majeur, quoi. Et il faut continuer à se battre de toutes ses forces pour aller dans cette direction. Merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Il est 16h, donc on est d'une précision de métronome. Christian Pertuis, tu as oublié peut-être de mentionner le livre qui va paraître. Donc oui, on peut faire un petit peu de publicité. Fais-le quand même, fais-le. Non, oui, non, non, je te laisse l'honneur. Alors, je crois que c'est en librairie le 16 avril prochain. C'est une nouvelle édition de Carbone fossile, carbone vivant, dans l'édition poche, aux éditions Folio chez Gallimard, où c'est tout ce que vous avez voulu savoir sur les bienfaits du monde décarboné et l'extrême urgence de sortir des énergies fossiles et de résister au backlash climatique. Merci, Christian.